Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'aborder de manière très synthétique le quatrième thème d'histoire qui va porter sur les dynamiques et les ruptures dans les sociétés du XVIIe et du XVIIIe siècle en France. Pour comprendre l'intérêt de ce chapitre, je vous propose de faire un rapide retour sur ce programme historique que nous avons vu tout au long de l'année de seconde. Le premier thème portait sur les origines grecques et romaines de la civilisation européenne, tandis que le deuxième thème portait sur la Méditerranée médiévale. Ces deux premiers thèmes peuvent être regroupés ensemble. En effet, chaque thème renvoyait à une période historique, l'Antiquité pour le premier thème et le Moyen-Âge pour un deuxième thème. Et surtout, le but de ces thèmes était avant tout de montrer les origines de la civilisation européenne, qui passait par des points de contact. C'est ce qu'on voyait avec les échanges entre les Grecs et les Romains, mais aussi et surtout ce qu'on a vu avec les échanges autour de la Méditerranée qui ont construit la civilisation européenne. Avec le troisième thème, on s'était intéressé en détail à la rupture entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. En effet, nous avions vu en détail la découverte des Amériques et de manière plus générale la Renaissance, c'est-à-dire le rejet du Moyen-Âge, le retour aux valeurs de l'Antiquité qui a eu lieu au début de l'époque moderne. On s'est aussi intéressé au processus de création des États modernes en Europe, tout particulièrement en France et en Angleterre, ce qui fut l'occasion de voir des processus révolutionnaires, des nouveaux modes de pensée, surtout avec l'expérience anglaise. Et finalement, dans ce dernier thème, nous allons nous intéresser au progrès des sciences avec les Lumières notamment, et on va aussi s'intéresser aux tensions sociales qui s'accentuent en France à cause des inégalités qui ne cessent d'exister. Donc là aussi, on peut regrouper les thèmes 3 et 4 entre eux, puisqu'ils correspondent à une même période, l'époque moderne, et ils forment un ensemble qui vise à montrer l'évolution depuis le Moyen-Âge qui a mené jusqu'à l'époque contemporaine, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution française en 1789, puisque effectivement, tout le but de cette année réside à voir le processus historique de la France, de l'Antiquité jusqu'à 1789. Et donc avec ce découpage, on se rend compte que les thèmes 1 et 2 servent à poser les bases de la civilisation européenne, tandis que les thèmes 3 et 4 ont pour but de montrer les évolutions qui ont mené la France du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Le thème 3 avait pour but de montrer qu'il y avait déjà eu des expériences révolutionnaires, notamment en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique, et cela permettait de poser le contexte politique français, c'est-à-dire une monarchie qui devient absolue. Dans le thème 4 que nous voyons dans cette vidéo, on va s'intéresser aux évolutions et aux continuités qui vont mener à la Révolution française. Donc toute cette année et ce thème 4 vont vous permettre d'appréhender plus facilement l'épisode de la Révolution française, qui est l'épisode emblématique de la France, du programme historique français. C'est pour cela que dans ce thème 4 d'histoire, nous allons nous poser la problématique suivante. Quelles évolutions et quelles continuités au XVIIe et au XVIIIe siècle permettent de comprendre le processus révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle? Pour essayer de répondre à cette problématique, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux ruptures, en voyant en quoi ces XVIIe et XVIIIe siècles sont les siècles des Lumières avec le développement des sciences. Puis dans un second temps, on s'intéressera aux continuités, c'est-à-dire que les inégalités provoquées par la société d'ordre vont augmenter les tensions et les crispations. Les Lumières et le développement des sciences dont il est ici question prennent leur source dans le processus de redécouverte des sciences de l'Antiquité avec la Renaissance. On l'avait vu avec le développement de l'humanisme, on a un nouveau rapport entre l'homme et le monde qui l'entoure, et on a l'apparition de nouveaux intellectuels qui vont s'émanciper de plus en plus de l'Église et du prisme religieux. On avait par exemple vu le cas d'Erasme. Au début de l'époque moderne, ce sont encore des religieux, et peu à peu, on a de plus en plus d'aristocrates, de nobles qui vont s'intéresser aux sciences, et qui par leur observation vont développer des théories qui parfois vont s'opposer à l'Église. Donc on va avoir un conflit entre les sciences et l'Église qui vont se développer au XVIIe et au XVIIIe siècle, le cas le plus célèbre étant sans doute celui de Galilée. En effet, selon le point de vue de l'Église, la Terre est au centre de l'univers, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un géocentrisme. Les planètes du système solaire, la Lune, mais aussi le Soleil, tourneraient autour de la Terre. La Terre est au centre de l'univers, ça correspond bien au point de vue religieux, dans lequel l'homme est supérieur à tout et se trouve au centre de toute préoccupation. Par les observations et les travaux successifs de nombreux scientifiques, tels que Copernic, Kepler, Newton et enfin Galilée,
la théorie de l'héliocentrisme apparaît, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la Terre tournerait autour du Soleil et non pas l'inverse, une théorie dans laquelle le Soleil est au centre du système solaire. Si on compare ces deux conceptions de l'univers, on voit qu'il y a une opposition entre une vision scientifique, qui se base sur des observations et sur des compréhensions du monde, il s'agit de l'héliocentrisme, et à côté de ça, on a une conception de l'univers qui est basée sur des croyances. Cela est notamment accentué par la représentation des 12 signes astrologiques qui lient l'astrologie à l'astronomie. Donc on voit une compréhension du monde qui est basée sur des croyances, sur la religion. Forcément, cette remise en question de la conception religieuse ne va pas plaire à l'Église, et Galilée, comme de nombreux autres savants, va être jugé, et le procès de Galilée est sans doute le plus emblématique de ce conflit entre science et religion. Mais bien que Galilée perde son procès et finisse emprisonné jusqu'à la fin de sa vie, peu à peu, le poids de la religion va s'effacer face au crédit qui est donné aux scientifiques, et cela s'explique en grande partie par le soutien des princes aux savants. En effet, il n'est pas rare de trouver dans la cour des souverains européens des démonstrations scientifiques, puisque l'expérimentation, qui est la nouvelle base des travaux des savants, va être mise en avant tel un spectacle devant les noblesses européennes. Ainsi, il n'est pas rare de voir des représentations des rois et de leur cour avec des instruments scientifiques qui visent à valoriser le monarque afin de le montrer comme un monarque éclairé, un monarque savant qui s'intéresse et qui finance les sciences. Effectivement, de plus en plus, les monarchies européennes vont financer les recherches scientifiques. Vous avez par exemple ici une représentation de Colbert qui présente les membres de l'Académie des sciences royales à Louis XIV. Et donc on y voit plusieurs éléments scientifiques qui font un lien avec l'intérêt de ces découvertes pour le pays. Vous allez avoir par exemple une map monde en bas à gauche et en bas à droite, une carte à droite, mais aussi un instrument de navigation en bas à droite. Tous ces éléments rappellent le processus des grandes découvertes et des grandes colonisations qui ont été rendues possibles par des avancées technologiques. On peut voir au fond aussi des squelettes d'animaux qui montrent l'intérêt et les progrès qui sont faits en matière de compréhension du monde qui entoure l'homme. Et c'est donc ce financement et cette protection des scientifiques par les monarques qui va permettre de passer outre les interdits religieux. Vous avez ici un exemple de ce qui était inimaginable au Moyen-Âge, une autopsie sur un cadavre, une véritable abomination d'un point de vue religieux, puisqu'il est totalement interdit de toucher au cadavre dans la conception religieuse. Or, ce sont ces autopsies qui ont permis de mieux comprendre le corps humain et donc de faire progresser la science, et surtout la médecine. Ainsi, peu à peu, tous les pays européens vont développer des académies de sciences, c'est-à-dire des lieux où on va pouvoir faire des recherches avec des laboratoires qui sont financés par la monarchie. Vous avez sur cette carte l'ensemble des grandes villes qui présentent des lieux de recherche. Vous voyez que ce sont souvent les capitales, mais on a aussi des villes annexes qui vont présenter des grandes avancées scientifiques. Cette carte n'est pas sans rappeler la carte de la République des lettres, puisque effectivement, on a une diffusion des découvertes scientifiques qui s'appuie sur le réseau de communication des savants qui a été faite lors de la Renaissance avec l'humanisme. Et bien sûr, cette diffusion des connaissances, elle passe avant tout grâce à l'imprimerie de Gutenberg, qui permet de publier dans différentes langues et à moindre coût les nouveaux travaux scientifiques. Donc on a une accélération des découvertes et des recherches scientifiques au XVIIe et XVIIIe siècle. Enfin, on va avoir une application de ces découvertes, de ces avancées scientifiques dans les différents pans de la société, à commencer par le militaire bien sûr, avec le développement notamment des fortifications de type Vauban. Vauban qui a vécu au XVIIe siècle et qui a grandement contribué à la fortification de la France en déployant ses forts étoiles qui présentaient des avantages de défense très importants, à la fois pour résister aux tirs de canon et à la fois pour garantir un angle de tir optimal par les défenseurs sur les assaillants. Ce sont en général les fortifications qui sont encore le plus présentes sur le sol français puisque ce sont les plus récentes. Et bien évidemment, au-delà du militaire, ces innovations scientifiques vont s'appliquer sur le domaine économique et tout particulièrement pour l'exploitation des ressources. On peut citer l'invention majeure qui est à l'origine de la révolution industrielle, l'invention de la machine à vapeur. Donc ici vous en avez le principe, on fait chauffer de l'eau qui va donc se transformer en vapeur, ce qui va pousser un piston qui va activer un balancier qui va donc permettre de pousser une charge, de créer une énergie. Les premières utilisations de cette machine à vapeur vont surtout être pour soulever de lourdes charges, notamment dans l'exploitation minière. Et très rapidement, cette machine à vapeur va aussi être utilisée pour les transports. On va trouver les premiers prototypes de voitures, puis de trains. Donc à travers cette première partie, on a bien vu qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, on constate de nombreux progrès scientifiques qui sont rendus possibles par un intérêt et une protection des monarques. Et ces progrès scientifiques, ils se font au détriment de la religion.
Donc on passe d'une conception du monde et des relations humaines avant tout religieuse à une conception plus pragmatique qui va passer par la science. Donc c'est une rupture historique majeure qui s'étale sur plusieurs siècles et qui va avoir de nombreux impacts d'un point de vue sociétal, puisque bien que la religion reste importante, elle est de plus en plus remise en question, et de ce fait, le fonctionnement de la société française, avec notamment l'existence d'un ordre privilégié qui est le clergé, va être remis en question. Parallèlement à ces progrès scientifiques, le fonctionnement de la société française n'évolue guère. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, la France est toujours divisée en 3 ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Tout d'abord le clergé, qui est ici représenté dans cette caricature, dans les traits d'un membre de l'Église. Le clergé ne représente qu'une faible partie de la population, 0,6% de la population française, soit l'équivalent de 130 000 personnes. Le rôle du clergé est avant tout de prier, ce sont les oratores. Ils doivent prier pour le reste de la population et dispenser les différents rites religieux. Donc ils ont une fonction religieuse et aussi éducative. Ils sont privilégiés. Ils ne payent pas d'impôts et ils bénéficient d'une justice particulière. Ils sont jugés par d'autres membres du clergé. Enfin, il est important de bien comprendre qu'il y a un énorme écart entre le haut clergé, c'est-à-dire les évêques, les chanoines, les cardinaux, etc., qui sont des membres du clergé très riches, qui disposent souvent de nombreuses terres et de nombreuses propriétés, qui vont s'opposer au bas clergé, ce qui correspond le plus souvent aux curés des villages, qui, eux, en l'occurrence, vivent souvent dans une pauvreté assez proche des autres habitants du village. Le clergé n'est pas le seul ordre privilégié, on va aussi trouver la noblesse. Noblesse que l'on reconnaît ici sur la caricature grâce à la présence de l'épée, mais aussi d'un collier honorifique et d'une tenue quelque peu extravagante avec le chapeau à plumes. La noblesse ne représente que 300 000 personnes sur la population française, soit 1,4%, et la noblesse a une fonction militaire et politique, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont censés faire la guerre et surtout diriger les troupes, et ce sont aussi eux qui gouvernent. Tout comme le clergé, ils ne paient pas d'impôts, et ce sont les seuls à pouvoir accéder aux hautes fonctions politiques et militaires. Il faut être membre de la noblesse pour atteindre des hautes charges. Tout comme pour le clergé, on va trouver des écarts au sein de cet ordre, puisqu'on va avoir une ancienne noblesse, qui est souvent la noblesse d'épée, c'est-à-dire une noblesse qui se revendique de familles anciennes et qui majoritairement occupe les fonctions les plus importantes, surtout pour tout ce qui est militaire. Ce sont en général les membres de la noblesse les plus riches. Et on va aussi trouver une nouvelle noblesse qui est constituée de bourgeois qui se sont enrichis et qui ont réussi à acheter leur titre de noblesse en devenant officiers du roi. Donc on se rend compte qu'au-delà des inégalités entre les ordres, il y a des inégalités au sein de chaque ordre et que parmi les privilégiés, certains disposent de privilèges plus grands que les autres. Enfin, le troisième ordre, qui est de loin le plus important d'un point de vue démographique, est le tiers-état. Il est composé de 28 millions de personnes, soit 90% de la population française. Il s'agit donc de la grande majorité de la population française, qui a avant tout une fonction économique, que ce soit par la production agricole pour se nourrir tout simplement, aussi bien que pour les productions de richesses, avec l'artisanat ou encore le commerce. Le tiers-état ne bénéficie pas de privilèges, il paie des impôts au clergé et à la noblesse. Et c'est donc pour cela que sur cette caricature, le tiers-état supporte le clergé et la noblesse. On peut voir que le tiers-état est le seul à travailler et que c'est lui seul qui permet au clergé et à la noblesse d'exister. Mais encore une fois, et peut-être encore plus que dans les deux autres ordres, il y a des grandes inégalités au sein du tiers-état, puisqu'on va avoir des bourgeois riches qui vont finalement parfois être plus riches que certains membres de la noblesse ou du clergé. On peut aussi évoquer le fait qu'il y ait des droits particuliers selon les corporations de travailleurs, c'est ce que nous avions vu lors du thème précédent. Et à côté de ces bourgeois riches, on va avoir des degrés de pauvreté plus ou moins forts, allant du petit artisan au paysan qui n'est pas propriétaire, qui est extrêmement pauvre. Et cette paysannerie pauvre, elle est extrêmement majoritaire dans le tiers-état. Donc il faut se rendre compte que la France du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est une France très inégalitaire, où on va voir une grande majorité de la population qui vit dans un état de pauvreté très fort, alors qu'on a quelques privilégiés qui vont vivre dans un état de richesse ou avec des droits qui leur accordent des avantages sur les autres sujets français. Donc comme on vient de le voir, la société française, elle est majoritairement composée d'une population rurale, c'est-à-dire d'une paysannerie assez pauvre. Cette paysannerie, elle est très affectée par les aléas politiques et climatiques, c'est-à-dire qu'une guerre peut ravager des récoltes et surtout
Un hiver très rude, comme par exemple celui de 1709, peut avoir des conséquences sur toute l'Europe et provoquer des troubles internes dans tous ces États. C'est notamment le cas en France, où le difficile hiver de 1709 a provoqué de grandes famines partout dans le royaume. Ainsi, le XVIIIe siècle est souvent appelé le siècle des émeutes, puisqu'on va avoir un nombre très important et surtout croissant d'émeutes de subsistance, c'est-à-dire des émeutes qui sont causées par la nécessité de survivre, de s'alimenter tout simplement. On le voit sur ce graphique, elles sont très nombreuses, et le nombre de ces émeutes culmine à la fin du XVIIIe siècle, ce qui correspond à la période révolutionnaire. Ces émeutes s'expliquent par le fait qu'en temps de famine, la paysannerie française ne peut pas à la fois subvenir à ses besoins vitaux et payer les impôts qui parfois ont tendance à être de plus en plus nombreux. C'est donc ce qui va être reproché au roi, le fait qu'il n'arrive pas à assurer l'apport en nourriture à son peuple et le fait que le tiers d'État soit surchargé d'impôts. Encore une fois, il faut se rendre compte qu'on est dans un contexte où on meurt de faim littéralement. C'est assez dur à concevoir dans notre époque, mais la sécurité alimentaire n'était absolument pas présente en France au XVIIe et XVIIIe siècle. Enfin, bien qu'il y ait une grande inégalité entre les espaces ruraux et les villes, puisque ces dernières sont en pleine croissance économique et démographique, il faut se rendre compte qu'au sein des villes, on va avoir des inégalités très fortes aussi. Ces inégalités au niveau des villes s'observent tout particulièrement avec la ville de Paris, où on va avoir une forte concentration d'hôtels particuliers. Donc les hôtels particuliers, ce sont des riches propriétés au sein de la ville qui vont être détenues par des nobles ou des grands bourgeois. Ces hôtels particuliers marquent encore aujourd'hui le paysage urbain de Paris. À côté de ça, on va bien sûr trouver les résidences de la famille royale et les résidences royales, donc en rouge et en violet, avec notamment le château des Tuileries. Et à côté de ça, on va avoir la présence de beaucoup de mendiants, de populations très pauvres. Et si on voit que ces zones de mendicité se trouvent parfois sur la périphérie, notamment au nord, ces zones de mendicité se trouvent parfois aussi au centre de la ville et côtoient ces hôtels particuliers, donc on a une coexistence de riches et de pauvres. Afin d'illustrer ces inégalités dans la ville de Paris, on peut s'aider de la conception du Paris de la fin du XVIIIe siècle que propose ce jeu vidéo, où on peut voir qu'il y a effectivement des quartiers qui sont très pauvres, dans un état de saleté, avec des maisons délabrées et des rues qui ne sont pas entretenues, où on va voir une population majoritairement assez pauvre, comme en témoignent les vêtements des habitants, qui sont peu colorés et assez modestes. On va avoir la présence de mendiants et aussi de prostituées. Et à côté de ça, on va avoir des hôtels particuliers qui sont très vastes, très richement décorés et ameublés, et qui vont être fréquentés par une élite urbaine peu nombreuse, qui se distingue par leur atout bien plus coloré, bien plus onéreux. Une élite qui est donc ostentatoire, donc on va avoir une cohabitation de populations pauvres et de populations riches, avec une distinction sociale qui est extrêmement marquée. Alors, petite parenthèse par rapport à ce support, la conception du Paris du XVIIIe siècle que propose ce jeu vidéo est à prendre en compte comme un point de vue. Il faut avoir un esprit critique par rapport à cette vision et ne pas en faire une réalité. De la même manière que si vous regardez un film, il faut bien réfléchir qu'il y a une volonté de spectacle, de spectaculaire. Et donc, il faut prendre du recul par rapport à la représentation qui est donnée, que ce soit dans les BD, que ce soit dans les films, dans la littérature ou encore dans les jeux vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu donc que le XVIIe et le XVIIIe siècle en France ont présenté deux dynamiques assez contraires. En effet, d'une part, il y a une grande évolution, une rupture majeure sur la conception du monde et aussi sur la vie quotidienne qui est apportée par les progrès scientifiques. Peu à peu, bien que la religion reste très importante et très présente, elle est de plus en plus contestée et la science tend à la remplacer, comprendre le monde et l'être humain. Et plus encore, ces sciences vont impacter et améliorer l'économie, le militaire. Elles vont donc constituer un bouleversement qui va avoir un impact sociétal, puisque cette nouvelle conception du monde, qui encore une fois est très progressive, va remettre en question des idées qui étaient jusque-là intemporelles pour les Français. Et donc ce bouleversement va entraîner des remises en question, et cela s'explique aussi puisque parallèlement à cette dynamique de progrès scientifique et d'évolution, on va avoir de grandes continuités d'un point de vue de l'ordre social, puisque effectivement on a le maintien d'une société des trois ordres qui est extrêmement inégalitaire. Les inégalités sont présentes à tous les niveaux, que ce soit entre les villes et campagnes, au sein des villes, entre les ordres et au sein de chaque ordre. Donc une société extrêmement inégalitaire, qui est de plus en plus bouleversée par des difficultés alimentaires et agricoles. Donc ce thème d'histoire, il nous montre bien que le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est un moment où on a des progrès intellectuels et scientifiques, et dans un même moment, on a une continuation d'un ordre social très fermé, très
très conservateur et surtout très inégalitaire. Donc forcément, ce contexte il va être très favorable à la remise en question de ce système et il va aboutir effectivement sur le processus révolutionnaire que vous verrez l'année prochaine. Mais ce chapitre illustre très bien que, encore une fois, une rupture n'est jamais un processus court, c'est un processus long, c'est l'aboutissement de longues évolutions. À ce sujet, je vous remets la vidéo de Nota Bene qui montre bien que les ruptures sont souvent des processus longs à travers l'exemple de la chute de l'Empire romain. Et ce thème est aussi intéressant puisqu'il nous montre la connexion de tous les domaines. En effet, le domaine technologique, scientifique va impacter le domaine social et politique. J'espère que ce dernier thème d'histoire vous aura préparé pour l'année prochaine et pour l'étude de la Révolution française. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.